enquêtes, parce que, voilà, forcément alors j OK. Parce que voilà, sur des enquêtes, c'est vrai que c'est toujours enfin voilà, si on connaît un petit peu la réalité des journalistes indépendants, c'est toujours bien de pouvoir, travailler à 2 quand on le peut, malgré, voilà, un travail qui peut être quand même compliqué et prendre du temps et des médias qui vont pas forcément, toujours être preneurs d'enquête. Donc voilà, pour dire déjà qu'en tant qu'indépendante, on est contente de pouvoir, vraiment faire ce genre de travail, c'est très, très précieux et ça, le monde diplomatique le permet. Donc, vous avez vu dans les différents articles qu'on a pu faire ensemble que, il y avait, le récent, sur la Réunion, donc qui sort un petit peu de nos sujets, de notre grand sujet de prédilection, qui est vraiment, le monde, on va dire, de l'économie sociale et solidaire. On a été formés à l'IEP de Grenoble, qui est aussi un lieu, effectivement, où, beaucoup de chercheurs ont réfléchi et toujours réfléchi sur les questions de l'économie sociale et solidaire dans son ensemble. Donc je pense qu'on a aussi vu l'évolution de ce monde-là quand on s'intéresse un peu au monde de l'associatif en général et de l'ESS au sens large. Et donc, c'est vrai qu'à travers nos différentes enquêtes, alors qui ont retracé les contrats impact social, par exemple, qui sont ces, peut-être vous aviez lu l'article, mais qui sont ces partenariats publics-privés qui aujourd'hui arrivent de plus en plus en France pour notamment financer des projets sociaux. Et puis, ça nous a emmené également sur, à l'époque, on avait aussi travaillé sur le lien entre les syndicats et les coopératives, les SCOP. Et en fait, par ce travail-là, on tombe forcément, quand on s'intéresse à l'ESS, on tombe forcément sur le groupe SOS à un moment donné, sans jamais forcément savoir à quoi effectivement il fait référence. En tout cas, il y a, il y a ce grand logo là, qui revient régulièrement. Et c'est vrai qu'on avait, si ce n'est toutefois jamais osé, en tout cas, se lancer dans une enquête, comme je vous expliquais, parce que en tant qu'indépendant, il faut aussi trouver preneur. On réfléchissait quand même enfin, voilà, à faire quelque chose sur le groupe et on a eu de la chance aussi que le monde diplomatique se pose les mêmes questions et nous propose de travailler sur ce sujet. Donc ça a été une commande, hein, c'est ce qu'on appelle, une commande, d'enquête et on a travaillé, bah, ça fait à peu près 1 an, hein, ça fait 1 an que, enfin un petit peu moins qu'on a planché sur le sujet. L'idée était, en tout cas de raconter l'organisation du groupe, de se dire un peu on le voit dans beaucoup de structures, enfin dans beaucoup de milieux dans la France entière et même à l'étranger, comment ils fonctionnent, comment ils se structurent, et effectivement les chiffres qui sont très vite impressionnants, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et donc nous, on s'est vite rendu compte en commençant à enquêter, dans le travail en social en tout cas et puis après un petit peu plus globalement, que les gens connaissaient, que ce nom disait quelque chose et finalement on s'est bien rendu compte qu'il y avait un vrai travail d'enquête, en tout cas d'aller gratter pour comprendre juste ce que ça révélait, comme ces chiffres, ce qu'ils révélaient, et puis comment finalement on s'est vite rendu compte aussi que ça allait devenir un acteur incontournable dans les prochaines années dans le milieu du social, mais pas seulement. Voilà, c'est aussi ce qu'on a un petit peu découvert. Peut-être que Margot, je peux te laisser la parole sur l'historique du groupe pour revenir un petit peu dans les détails. Non. Ah, t'as pas ton micro. On t'entend pas. Est-ce que vous pourriez c'est ça? Il faudrait que vous puissiez Voilà, mon voilà. micro avait été coupé. Ça y est, c'est bon? J'avais plus le contrôle sur, mon propre micro. Je suis revenue. Merci, ouais, pour compléter un peu, c'est vrai que quand nous, on s'est intéressés au groupe SOS, on s'est, assez vite rendu compte que c'était, une entité qui était très connue dans le milieu du social et du médico-social. Tous les travailleurs sociaux ont entendu parler du groupe SOS. Souvent, d'ailleurs, ils en parlent un peu comme de la bête noire, comme du groupe dans lequel ils aimeraient éviter d'aller travailler, que ça c'est pas forcément le groupe qui partage les valeurs du travail social. Euh, Par contre, ce qui nous a frappé aussi, c'est de se rendre compte qu'autour de nous, notamment nos proches, toutes les personnes qui n'étaient pas dans le travail social, n'avaient jamais entendu parler du groupe SOS. Donc ça, c'était un petit peu le paradoxe. C'est-à-dire que nous, effectivement, on était dedans, donc on voyait très bien ce que c'était. Et je ne vais pas revenir sur tout l'historique, vous l'avez un petit peu fait au début de la visio, mais c'est aujourd'hui un groupe qui emploie plus de 20 000 personnes en France et un peu à l'étranger. On trouvait ça assez incroyable que le groupe ne soit pas plus connu autour de nous. Et ça s'explique notamment parce qu'il y a des salariés qui sont embauchés dans des structures et qui eux-mêmes ne savent pas en fait que cette structure appartient au groupe SOS. Parfois le logo n'existe pas, parfois la reprise est récente et parfois tout simplement le groupe ne communique pas sur les structures qui sont dans son giron.
Donc, ça a été le premier enjeu pour nous, effectivement, dans l'enquête, ça a été déjà de comprendre qui contrôle quoi, comment se structure le groupe, qui a vraiment une structuration unique en France. Ce n'est pas une association, c'est un groupement associatif. C'est un système de gouvernance assez compliqué. Si vous voyez l'organigramme du groupe, honnêtement, c'est pharaonique, on n'y comprend pas grand-chose. Nous-mêmes, au début, on ne comprenait rien. Système de gouvernance avec des associations mères. Donc aujourd'hui, il y a 8 associations mères. Elles étaient 4 au début, dans les années 80-90. Aujourd'hui, elles sont 8 qui représentent les 8 grands secteurs d'activité du groupe. Chaque association mère, elle pilote un secteur, mais elle est également à la tête d'une SCI pour gérer le patrimoine, avec ensuite des membres du directoire, une hiérarchie très descendante, donc directeur général adjoint, des directeurs départementaux, et puis des directeurs par structure. Donc voilà, il y a une organisation très, très pyramidale et qui est déjà assez compliquée à comprendre. Donc pour nous, ça a été vraiment le premier enjeu, ça a été déjà de décrypter le fonctionnement et la structure du groupe. Ensuite, forcément, ce qui nous a interpellés, c'est de se dire le groupe est né en 84. Il était spécialisé dans la lutte contre les addictions, contre la prévention notamment du VIH. Et aujourd'hui, en 30 ans, on se retrouve avec un groupe qui est présent dans 8 secteurs d'activité, partout en France, 22 000 salariés. Donc, on s'est dit, en fait, en très peu de temps, il s'est développé absolument partout. Si en 30 ans, il a grossi comme ça et qu'on voit que d'ici 2025, il ambitionne de multiplier par 2 et son chiffre d'affaires et le nombre de salariés, on se dit en fait, ça ne va pas s'arrêter. Donc, si aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le groupe SOS, a priori, dans 5 ans, dans 10 ans, tout le monde le connaîtra. Pour aller assez vite, pour ceux qui ont lu l'article ou qui ont vu la cartographie, c'est assez impressionnant de voir que le groupe est partout. Bon, pas complètement partout, c'est-à-dire qu'il y a quand même des zones géographiques dans lesquelles il est particulièrement implanté. Ça aussi, ça a été un enjeu pour nous de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que le groupe s'installe particulièrement dans certaines zones et pas dans d'autres. Pour expliquer rapidement, il peut y avoir différentes portes d'entrée, différentes stratégies, là aussi par le groupe. Il y a une entrée un peu qu'on pourrait appeler par opportunisme, c'est-à-dire le groupe voit une structure en difficulté, il y va, il rentre sur le territoire de cette manière-là, et c'est une manière de mettre un pied dans le territoire et ensuite d'essayer d'essaimer et de reprendre d'autres associations. C'est ce qui s'est passé. Alors moi, je suis à Lyon, donc c'est quelque chose que j'avais suivi localement. C'est ce qui s'est passé avec les Brigades Nature, qui est le plus gros chantier d'insertion du Rhône. Donc, le groupe n'était absolument pas présent dans le Rhône. Il est arrivé par les Brigades Nature et il a commencé à essayer de s'installer non seulement sur le territoire, mais surtout, ça a été la porte d'entrée pour créer son pôle transition écologique. En reprenant un énorme chantier d'insertion à Lyon, il s'est dit, maintenant, je vais essayer d'aller reprendre des chantiers d'insertion en lien avec l'écologie un peu partout. Donc, il essaye aujourd'hui, il est en train d'en reprendre un à Arles, il est en train d'aller effectivement dans le sud, vers Marseille, où il est très développé. Donc ça peut être une porte d'entrée. L'autre porte d'entrée territoriale, c'est il y a des territoires où il était déjà très implanté, comme à Marseille, c'est là où il a été créé. On pense évidemment à Paris, Île-de-France. Il y a une autre région assez caractéristique qu'on n'a pas eu la place de développer dans l'article, mais c'est le Grand Est. Le groupe SOS aujourd'hui possède environ 70 EHPAD, quelques hôpitaux, c'est assez récent les hôpitaux, il y en a moins de 10, mais ça commence. La grande majorité des EHPAD et des hôpitaux du groupe SOS sont situés dans le Grand Est, pour une raison qui est assez pragmatique, c'est que beaucoup d'EHPAD appartenaient à un groupe qui s'appelle Hospitalor, qui était également un groupe privé associatif et qui, au moment d'une crise interne, a cherché repreneur. Et l'idée, c'était de rester aux mains d'une structure associative, donc privée mais associative. Voilà, parce qu'on le rappelle, c'est quand même important de le dire, c'est une critique qu'on a pu beaucoup nous opposer, c'est attention, on n'est pas Orpea, on n'est pas on n'est pas une entreprise privée à but lucratif, on n'a pas d'actionnaire. Tous les bénéfices que nous faisons en interne est redistribué dans les structures du groupe. Voilà. Donc, un peu pour dire les questionnements de base. Et puis ensuite, je vais peut-être relaisser la parole à Clémentine, mais ce qui nous a intéressé, c'est vraiment de comprendre comment le groupe répond et comment est-ce qu'il capte aujourd'hui tous les marchés. Parce que c'est ça, en fait. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'avoir une vision assez systémique et de comprendre
comment le groupe a réussi à s'imposer en répondant à des nouveaux appels d'offres pour des nouveaux marchés, et puis aussi comment est-ce qu'il a réussi à reprendre énormément d'associations qui allaient mal. Et ça, c'est pas uniquement propre au groupe, c'est vraiment une tendance actuelle des politiques publiques de favoriser les grosses structures. Oui, alors il faut peut-être vous laisser le temps de digérer tout ça, mais on reviendra sur certains points, si besoin. Mais ça, c'est un point qui est extrêmement important et ça pouvait être une dérive, en tout cas un biais sur lequel on pouvait, un petit peu, enfin, il fallait faire attention à ne pas rendre effectivement le côté, propre au groupe SOS, en tout cas concernant les politiques publiques, et ce côté systémique et difficile à prouver. C'est-à-dire que, on est quand même dans quelque chose qui concerne beaucoup d'autres groupes. Ce qui est propre au groupe SOS effectivement, et Margot, tu l'as bien expliqué, en tout cas, c'est ce qu'on explique aussi dans cet article. Il y a certains points qui nous permettent de montrer que le groupe, il a des spécificités par sa taille, par son projet, et cetera. Mais et puis après par ses intrications aussi personnelles entre son directeur général, et cetera. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est aussi, c'est ce qu'on a essayé de démontrer, et nous, on aimerait d'ailleurs continuer à travailler sur ça, de montrer aussi on va dire, toute cette mouvance aujourd'hui d'arrivée de gros groupes qui vont aujourd'hui répondre à des appels d'offres. Alors, c'est intéressant parce que en fait, on s'est très vite rendu compte que d'un côté, il y a ces gros groupes qui se sont constitués, qui aussi ont la structuration et les outils, en fait, pour répondre très bien, très vite aux appels d'offres, et mettant aussi en difficulté, de manière très simple, les associations locales. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que, et ça, des directeurs d'associations qui sont ancrés dans des territoires, que ce soit Lyon ou Grenoble, parce que nous, on est d'ici, donc on avait aussi des gens directement au niveau local, nous disent qu'en fait, le gros problème, c'est la disparition des associations, qui ne sont pas forcément d'ailleurs de petites associations, mais qui sont locales et qui connaissent le maillage et qui connaissent les acteurs territoriaux. Et donc, il y avait ce côté, bah voilà, ils arrivent avec leurs gros sabots, ils ont la technicité et ils nous passent dessus de fait, parce que c'est de toute façon la manière dont on peut répondre aux appels d'offres. Alors nous, en Isère et Rhône-Alpes, on n'a pas développé ça dans l'article, mais on parle bien de structures comme Adoma, par exemple, ça peut vous parler, de la Fondation Boissel, également Pierre Valdo. Alors il y en a plusieurs, mais en tout cas, le groupe SOS n'est pas vraiment implanté par chez nous. Et énormément dans l'article, mais cette évolution des appels d'offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, plusieurs personnes nous l'ont dit, hein, au début, il n'y avait pas d'appel à projet. Ça se passait entre collectivités territoriales et entre associations implantées parce qu'elles avaient, voilà, ce que je vous disais, des relations, un maillage, des actions locales vraiment très concrètes pour répondre à des besoins sociaux. Et puis, donc, ensuite, ils sont arrivés sur du bilatéral, donc on négocie entre les acteurs. Et puis ensuite, ça s'est transformé, il n'y a pas tant d'années que ça, il y a 4 ou 5 ans, en consortium. Il fallait répondre à des appels à projets ou déjà des appels d'offres en consortium. Et puis ensuite, et là, c'est assez récent, hein, quelqu'un nous racontait que ça date d'à peu près 2 ans, qu'il faut être aujourd'hui, pour répondre à des appels d'offres, dans plusieurs départements. Voilà, c'est un des critères, c'est-à-dire il faut répondre en consortium dans un premier temps et répondre à plusieurs, et être présent dans plusieurs départements. Donc typiquement, ça, cette personne nous a vraiment dit, ça nous met un coup de frein dans nos actions. Et voilà, on en connaît tous des associations qui sont implantées dans les territoires depuis toujours, au point même qu'on a même oublié leurs actions tellement les noms nous sont familiers. Donc ça, c'est très important. Et donc, ce qu'on a aperçu aussi, c'est que petit à petit, les associations deviennent plus prestataires plutôt que vraiment force de proposition, acteurs de terrain, voire même militants, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs associatifs qui se revendiquent aussi d'être militants, et d'être vraiment sur des actions auxquelles ils croient et ils veulent se battre pour les réaliser. Et finalement, on s'est vraiment rendu compte de ce cercle vicieux. Enfin, c'est un cercle vicieux pour les associations, c'est un cercle vertueux pour ces grosses structures, puisque plus les appels à projets vont être taillés sur mesure pour les grands groupes, c'est vraiment ce qui se passe, et ben moins les petites associations vont pouvoir y répondre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elles vont devoir fermer, en tout cas, elles vont galérer à continuer à vivre, même si elles sont très implantées, et puis plus tard, elles seront sûrement reprises par le groupe SOS. Donc, c'est vraiment ce cercle-là qu'on a un petit peu étudié. Et voilà, et ce que je vous disais, c'est aussi que pour le groupe, en tout cas pour son directeur Jean-Marc Borrello, hein, on l'a rencontré, il nous disait clairement que les associations aujourd'hui, il parlait de rigolo, il donnait des petits noms un petit peu, on trouvait ça pas très sympa pour ces gens de terrain. En tout cas, il disait que sans moyens, on n'arrive à rien. Et justement, cette fameuse vitrine SOS, et on le décrit comme ça dans l'article, c'est vraiment une manière de plaire aux financeurs, c'est de dire, mais nous,
nous, on a toute la technicité possible. Donc, on va vous montrer qu'on est capable de vous rendre, d'avoir une image de rigueur. Et en même temps, on est cool, quoi. On sait bien faire parce qu'on va chercher les bonnes personnes qui sont dans les écoles de commerce pour répondre à tout ça. Et en même temps, on va arrêter de mettre de l'argent pour essayer de sauver ces associations qui, de toute façon, demain, ne pourront plus répondre à leurs actions. C'est un petit peu comme ça que ça se passe dans la tête aussi en haut de l'échelle du groupe. Et après, et c'est ça ce qu'on explique également, qu'on a en fait à chaque fois expliqué dans nos articles sur ces questions, c'est que ça s'inscrit dans une vision libérale, dans une croyance même, et qui va incarner cette branche-là de l'ESS qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Tout le débat réside dans le fait de savoir est-ce qu'on parle d'économie sociale et solidaire ou pas. En tout cas, voilà, cette alliance du social et du marché que nous, on a bien montré aussi en travaillant sur les contrats impact social, c'est vraiment ça. C'est de dire l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Il faut mesurer aujourd'hui l'impact de l'action. Il faut toujours mettre en avant cette notion de rentabilité. Elle est vraiment, on va dire, la base et le cœur du groupe SOS. Et son fonctionnement et cette manière de rouleau compresseur, elle s'inscrit là-dedans. Et voilà. Et finalement, la figure de Jean-Marc Borrello, on y arrive, est indissociable de l'histoire du groupe SOS, puisque c'est vraiment lui qui a incarné cette idéologie. C'est vraiment lui qui en est un des précurseurs, en tout cas avec d'autres acteurs. Il a été notamment à l'origine avec d'autres à l'époque du MOVES. Le MOVES, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui a un petit peu impulsé cette vision et l'a rendue légitime en quelque sorte, parce que des gens s'en saisissaient. Et on a notamment Hugues Sibyl, peut-être que c'est quelqu'un qui vous parle, qui est aussi un acteur phare on va dire, de cette évolution-là. Lui, il a été notamment vice-président du Crédit Coopératif. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnes qui incarnent cette vision, mais qui s'est installée vraiment aujourd'hui. Et la conviction, si on voudrait un peu résumer quelle conviction ces gens-là portent, enfin en tout cas, comment cette vision, elle s'incarne, c'est en disant, il faut être gros. Il n'y a pas moyen, on ne pourra pas de toute façon se développer. Big is beautiful. Ça, c'est un petit peu le motto vraiment, enfin, de Jean-Marc Borrello, quoi. C'est souhaitable et de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Voilà, et donc, c'est comme, après ça, on le détaille aussi un petit peu dans l'article, mais c'est l'entrepreneuriat social, c'est ensuite instillé, et en tout cas a pris vraiment racine dans la loi. Et au niveau de l'État, au-delà des intrications politiques personnelles entre personnes, on a notamment cette loi qui est très importante et un peu phare dans ce que ça a posé comme base dans le débat public aussi, sur cette loi qui a été la loi à l'économie sociale et solidaire, qui a été votée, ça va bientôt faire 10 ans en fait, et qui a été à l'époque portée par Benoît Hamon. Voilà. Et ensuite, en 2016, on a les CIS qui arrivent, les contrats impact social, qui sont d'origine un peu déjà anglo-saxonne, hein, très ancrés en Angleterre et puis aux États-Unis. Mais là, aujourd'hui, ça entérine cette vision libérale. C'est vraiment ça. C'est d'ailleurs aussi simple que ça, en fait. En tout cas, moi, je trouve que l'analyse, elle est assez simple à tirer quand on regarde la chronologie. Et puis, voilà, on a l'arrivée au pouvoir du candidat En Marche un an plus tard, qui est venu un petit peu sceller cette victoire. Et on en reparlera, mais c'est vrai que Macron et Borrello se connaissent très bien. Le premier a été l'élève du deuxième. Donc aujourd'hui, quand on a un Jean-François Drapry, qui est un chercheur de l'ESS, qui nous dit que Emmanuel Macron est l'expression politique de ce nouveau capitalisme dont l'entrepreneur social est la figure héroïque, pour nous, il venait un petit peu tout conclure, tout résumer, en fait, dans ce que Macron est venu porter. Voilà. Je te passe la parole, Margot. Oui, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. C'est vrai qu'on utilise pas mal, juste pour compléter, dans l'article, on a utilisé l'expression de syndrome du sauveur pour décrire un peu le groupe, juste pour compléter cette idée de Big is Beautiful, parce qu'il y a vraiment cette conviction au sein du groupe SOS que le groupe ne fait pas que subir l'évolution des politiques publiques, il oriente, il conduit, et puis il fait une forme de lobbying un peu dans l'ombre quand même pour que les grands groupes aujourd'hui soient majoritaires et remplacent les petites associations qui finalement seraient qu'un ramassis de bras cassés, incapables de mener des actions efficaces et mesurables et de grande échelle. Il y a quand même cette idée-là. Et l'idée du syndrome du sauveur, c'est parce qu'aujourd'hui, à entendre Jean-Marc Borrello, effectivement, heureusement que le groupe est là,
pour reprendre les petites associations qui vont mal, mais comme Clémentine vient de le dire, si elles vont mal, c'est aussi parce que l'argent public va uniquement dans les poches des grands groupes aujourd'hui, mais également sauveur de publics qui, d'après le groupe, ne seraient pas pris en charge sinon. On liste dans l'article les femmes victimes de violences. À écouter Jean-Marc Borello, personne ne s'en occupait avant SOS. Les sortants de prison pour faits de radicalisation et de faits de terrorisme, il y avait une association qui s'en occupait avant SOS. Les hommes auteurs de violences conjugales, enfin, on peut lister énormément de publics qui sont aujourd'hui pris en charge par SOS, mais qui l'étaient et qui le sont par ailleurs par d'autres associations. Et quand on écoute SOS, on a l'impression qu'il n'y a que. Donc, bon, voilà, c'est aussi pour remettre un petit peu d'eau dans le vin du groupe SOS. Pour rebondir sur les questions politiques, effectivement, on voit que nous, on n'a pas forcément voulu, parce qu'on n'en a pas forcément trouvé non plus, de conflit d'intérêts avéré. Qui prouverait que parce que Jean-Marc Borello est un proche d'Emmanuel Macron, certains appels d'offres sont remportés par le groupe. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui avérée de ça. En revanche, effectivement, c'est une vision partagée, une vision libérale qui est partagée. Et nous, c'est ça qu'on a voulu montrer, c'est la proximité quand même du groupe SOS avec le pouvoir. Il y a quand même énormément, je ne vais pas revenir sur tous les noms, mais il y a certaines trajectoires, certains noms qui interpellent, de personnes qui sont à la fois passées par le groupe SOS et par des cabinets ministériels ou par des groupes financiers, des banques. Disons qu'il y a une intrication entre les sphères du pouvoir et le groupe SOS qui est assez flagrante, qui traduit cette proximité idéologique et puis cette proximité de fait de trajectoire. La plus flagrante pour nous et la plus récente, c'était par exemple Anne de Bézère, qui est l'ancienne secrétaire générale adjointe de l'Élysée auprès d'Emmanuel Macron, qui en juillet 2021 est diligentée par le groupe SOS pour établir la stratégie pour les 5 prochaines années à venir du groupe SOS. On a l'ancien vice-président du groupe, Nicolas Hazard, qui est nommé conseiller européen en 2020 dès qu'il quitte le groupe. Quand on regarde les différents conseils d'administration aussi du groupe SOS, c'est assez flagrant. Certains noms, je pense que tout le monde en a entendu parler, la famille Ferracci. Donc, on a Sophie Ferracci, qui est l'ancienne chef de cabinet d'Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, qui est aujourd'hui présidente du conseil d'administration de SOS Jeunesse. Donc, Sophie Ferracci, qui est également l'épouse de Marc Ferracci, témoin de mariage d'Emmanuel Macron. Bon, voilà. Alors, l'idée, encore une fois, c'était pas de dire ils se connaissent tous, donc il y a conflit d'intérêts. C'est plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'ils se connaissent tous, ils partagent des valeurs, il y a une forme de lobbying dans l'ombre qui est fait. On peut aussi rappeler que Jean-Marc Borello, tout le monde a oublié qu'il était à l'origine du contrat sur la fin des contrats aidés en 2018, qui était commandé à l'époque par la ministre du Travail. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, quelque part, nous, on a eu beaucoup de retours autour de nous, de nos proches, quand on racontait notre enquête, quand on avait besoin aussi d'en parler. Et puis, une question que nous, on s'est énormément posée, c'est une fois qu'on a dit tout ça, les gens nous disaient, oui, mais et alors? S'il n'y a pas de conflit d'intérêts, s'il n'y a pas d'actionnaires qui finalement viennent se mettre de l'argent public dans les poches, est-ce que c'est si scandaleux que ça? C'est une question qui est légitime, effectivement, et nous, on se l'est posé aussi. Est-ce qu'il y a vraiment des conséquences? Est-ce qu'on est vraiment moins bien traité dans le groupe SOS que dans les autres associations aujourd'hui? On sait que le monde associatif, ce n'est pas un monde extrêmement rose. Donc, nous, l'idée, effectivement, ce n'était pas forcément de dire c'est toujours mieux ailleurs. Déjà, parce que c'est très difficile à prouver. Là aussi, Clémentine l'a dit rapidement tout à l'heure. Que le groupe SOS est à l'origine de la souffrance au travail ou de la mauvaise prise en charge de bénéficiaires, quand on voit aujourd'hui l'état du social, c'est difficile parce que d'une structure à l'autre, il y a des choses qui fonctionnent, dans une autre, ça dysfonctionne. La protection de l'enfance, aujourd'hui, le groupe SOS est extrêmement implanté dans ce secteur-là. PJJ, protection de l'enfance, c'est des secteurs qui aujourd'hui sont extrêmement dysfonctionnels et pas uniquement dans les structures qui sont gérées par le groupe SOS. Donc, déjà, on n'a pas forcément voulu faire ce lien direct et dire toutes les structures gérées par le groupe sont forcément dysfonctionnelles. En revanche, on a rapidement pu établir que la souffrance, elle n'était pas toujours du point de vue des bénéficiaires. Ça, elle peut exister, mais elle peut exister ailleurs. En revanche, il y a une vraie souffrance pour les travailleurs sociaux. Il y a une vraie souffrance pour les salariés
qui ont une culture du travail social, qui est une culture associative qui se trouve écrasée, annihilée complètement une fois qu'ils rentrent dans le groupe. Il y a une forme de violence qui est extrême du fait d'un management privé, de techniques effectivement de mesure de l'action sociale, de recherche d'efficacité. Et ça, c'est assez dur. Il y a une forme de corporatisme aussi dans le groupe quand on rentre. Il y a vraiment cette idée, le groupe, il faut l'aimer, il faut faire partie, il faut l'aimer ou il faut le quitter. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, il y a une forme de souffrance qui est avérée pour les salariés, mais notamment pour les salariés qui venaient du social, du médico-social ou de petites associations militantes. C'est finalement un peu moins violent, même si on a également des témoignages de salariés pour qui ça a été très dur, mais c'est un peu moins violent dans les nouveaux secteurs ou dans les secteurs qui sont plus proches de l'entrepreneuriat social, tout ce qui est insertion par l'activité économique, tout ce qui est également transition écologique. Ça, c'est les nouveaux secteurs du groupe, mais également le groupe a toute une branche de conseil aux collectivités territoriales. Dans ces secteurs-là, quand on rentre dans le groupe aujourd'hui, on vient déjà dans une certaine connaissance finalement de ce que fait le groupe. Donc, je pense que c'est moins violent, on va dire. Et puis, au-delà des conséquences directes sur les salariés et sur les bénéficiaires, nous, on trouve, c'est notre conclusion en tout cas, qu'à cette question de est-ce que c'est si grave, à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une structure, peut-être que pas toujours. À l'échelle, on va dire, de la grande image, de ce que deviennent aujourd'hui les politiques publiques, du paysage social et médico-social, nous, on trouve que c'est grave. On trouve que c'est grave parce qu'une association n'a plus de pouvoir critique. Aujourd'hui, le groupe SOS n'est absolument pas un contre-pouvoir. Et puis, on peut toujours s'inquiéter d'une évolution dans laquelle, d'ici 5-10 ans, le groupe sera peut-être monopolistique, ou en tout cas, on aura un paysage oligopolistique avec certains grands groupes qui se partageront l'ensemble des secteurs. À partir de ce moment-là, ils feront ce qu'ils veulent et ils imposeront au pouvoir politique, aux élus locaux, nationaux, ils imposeront leurs conditions. Il y a déjà cette tendance des grands groupes à faire baisser les prix, à tout accepter. On peut se dire que demain, s'il n'y a plus que 3-4 grands groupes en France, voilà, la force critique, elle n'existera plus du tout. On s'arrête là. C'est pas forcément une conclusion, mais ça peut l'être. Ça peut l'être. Pour pas trop dépasser le timing qu'on s'était donné. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation très, très complète, très claire et très exhaustive. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, n'hésitez pas à les écrire dans le fil de discussion. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais la première qui était plutôt une remarque, on va dire, qui disait il y a une différence entre appel à projet et appel d'offres. Oui. Alors, oui. Est-ce que vous pensez que c'est… voilà, est-ce que moi je ne pense pas qu'il y ait eu d'erreur dans la présentation. En tout cas, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu la différence entre un appel d'offres et un appel à projet? Surtout des appels d'offres quand elles développaient le fait qu'aujourd'hui, pour répondre effectivement sur des nouveaux marchés, pour se positionner sur des nouveaux marchés, effectivement, sur des appels d'offres. Enfin, j'y pense notamment, ça peut être le cas avec l'exemple qu'on cite dans la des personnes radicalisées, des centres de déradicalisation. Le gouvernement, pour le coup, lance un appel d'offres qui est général, en disant on a tant de centres qui peuvent ouvrir en France et on cherche une ou plusieurs associations qui sont capables de se positionner. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire se positionner par lot. Là, on est sur un appel d'offres et c'est vraiment ce contexte-là dans lequel les grosses associations sont davantage capables de répondre et soit de se constituer en consortium, soit de répondre toutes seules. Et pour ça, il faut être très bon. Les appels à projets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus tellement de subventions. Toutes les associations en France ne sont finalement plus subventionnées, ou en tout cas, on n'est plus sur de la subvention de fonctionnement. Il faut répondre à des appels à projets qui sont extrêmement fléchés sur des projets en particulier. Là aussi, il faut en interne des équipes qui ont le temps de répondre, mais on est sur des cas plus spécifiques. Les appels d'offres, effectivement, c'est plus pour les nouveaux marchés. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai dû aussi mal, à un moment donné, expliquer.
Alors, il y a aussi une remarque où, c'est plus une remarque pour l'instant, où on parle on rapproche le cas des travailleurs sociaux à celui des aides-soignants et du personnel soignant, en fait. On pourrait, parce que là, visiblement, si j'ai bien compris, le phénomène commence, en fait, enfin, même s'il s'installe. Voilà. Et donc, on parle de souffrance et on la compare, enfin, un des intervenants la compare à la souffrance qu'on peut rencontrer chez les Oui, personnels soignants. Oui, après, groupe SOS ou pas, c'est voilà. global. Oui, enfin, vraiment, c'est un état de fait dans la société, aussi dans le secteur du social au niveau global. Dès que ce sont des métiers qui sont porteurs de sens, je pense qu'il y a une opposition dans ces métiers-là entre ce qu'on attend de nous et les conditions de travail qu'on nous impose. Je pense que les travailleurs sociaux aujourd'hui font des métiers qu'ils ont choisis pour le sens qu'il a, pour accompagner les personnes dignement, et se retrouvent effectivement à devoir de plus en plus mesurer l'efficacité de leurs actions, rendre des comptes, donc beaucoup moins de moins en moins de temps effectivement de faire leur travail correctement, et en plus dans des conditions souvent vraiment dégradées. Donc cette notion de service public dégradé, elle se retrouve à mon avis dans le travail social, même si c'est un service public. Alors, il y a une question. Pourriez-vous préciser quelles sont les 8 associations mères et les secteurs d'activité évoqués dans dans votre présentation? Je crois que vous les aviez déjà évoqués, mais on peut revenir un peu dessus pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Oui. Parce que les listes, on les a listées, Vincent la liste, Oui, par contre, il faut qu'on les retrouve. voilà, qu'est-ce listés. qu'on a on va reprendre la liste restante, parce qu'en plus ça change de nom tout le temps. Hein. Oui, en fait, ça change. Parce qu'on a santé, senior, solidarité, collectivité, Jeunesse. transition écologique, jeunesse, on oublie les deux, culture. Et puis, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Solidarité internationale. Je crois qu'il doit y avoir les 8. D'accord. On pourra éventuellement. Alors dans l'article, moi, ce qu'on peut faire aussi, c'est partager. Il y avait une carte, je ne sais pas si elle est. Ah oui, on voit bien. Éventuellement, il y avait une carte. Oui, bah, ils y sont, effectivement. Elles sont. En tout cas, les secteurs d'activité sont recensés. Les actions internationales, le commerce et services, la culture, la jeunesse, la santé, le senior, solidarité, transition écologique, bureau du groupe. Donc là, on voit bien la cartographie. Bon, en Bretagne, on est un petit peu épargné, mais visiblement, comme vous le disiez, l'Est, la région parisienne et le Sud. Alors, effectivement, la question de l'international, je sais que ça revient, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu encore le temps ni la place de creuser et d'aborder dans cette enquête. C'est quelque chose qu'on a l'intention de suivre, tout comme d'ailleurs la question des groupes seniors et santé. Pour le coup, on a déjà pas mal d'interviews et de matière là-dessus. On n'avait pas la place dans cet article-là parce qu'on trouvait qu'en fait, c'était un sujet à part entière. Et on trouvait ça dommage de le bâcler. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, on a l'intention de continuer notre travail sur le groupe SOS, et notamment de faire un focus sur la reprise d'hôpitaux et d'EHPAD. Voilà, c'est quelque chose qui va être abordé. Et sur l'international, effectivement, de la même manière, le groupe se déploie de plus en plus, reprend des ONG, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pu creuser plus. Alors, on demande, alors il y a quelqu'un qui a l'air d'être un petit peu au courant, n'y a-t-il pas eu un délit d'initié sur l'appel d'offres relatif au café solidaire en milieu rural? Parce qu'il s'occupe aussi de café solidaire, hein, si j'ai bien compris. Je ne connais pas trop ce genre de... C'est ça, c'est l'initiative des 1000 cafés. Alors, je ne pourrais pas vous en parler en détail, mais je crois que ça s'est fait au moment du Covid aussi. C'était l'idée de pouvoir aller accompagner, en tout cas, des cafés qui étaient totalement, alors déjà, je crois, en déshérence dans des lieux partout en France, en milieu local, en milieu rural. Mais je ne sais pas trop ce que la personne entend, du coup, parce que… Alors, ça a été plutôt salué, en fait. Nous, ce qu'on a… Même des gens plutôt critiques qui observent le groupe SOS, je crois que cette initiative voilà, après, je ne m'avancerai pas plus parce que je ne sais pas où ça en est, mais qu'à l'époque, en tout cas, au moment où ça avait le groupe
voilà, ça avait été salué qu'ils puissent en tout cas actionner au moins récupérer la vie de certains cafés, voilà. Mais je pourrais pas vous en dire plus. Alors, il y a une remarque de Cécile, un peu surprise de la remarque sur la loi ESS. En quoi vous paraît-elle ouvrir la porte à une vision libérale? Bah, ça, je pense que pareil, c'est un débat, en fait. C'est un débat. Je pense que le fait d'avoir… en fait, pour moi, je pense que des gens qui disent ça, c'est aussi parce que le périmètre de l'ESS a été ouvert. Mais ce n'est pas 2014, c'est parce que petit à petit aussi, il y a eu une définition de l'ESS qui a été élargie, en fait. Et en ouvrant des critères, en ouvrant le champ de l'ESS aux entreprises, aux sociétés commerciales, par exemple, avec des critères. Les critères, c'est sur la gouvernance, sur le fait qu'on parlait d'une lucrativité limitée. Ça, c'est des mots qui sont beaucoup ressortis aussi, qui ressortent aujourd'hui dans ce qu'on comprend dans l'entrepreneuriat social, avec cette recherche de l'utilité sociale, ou en tout cas tout ça, c'est plus le champ. C'est qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par ESS. Donc après, parler de vision libérale, peut-être pas, effectivement, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas, dans la continuité, certains l'analysent comme cela, quoi. Alors, l'ASFAD, merci pour la présentation. Est-ce un modèle spécifiquement français ou alors un modèle qui existe en Europe, voire dans le monde, qui est en train devant nous là? Le modèle de SOS. C'est une vraie question. En Europe, il me semble que le groupe SOS est assez unique dans sa structuration de groupement associatif de cette ampleur. Après, est-ce qu'il a des équivalents? Pas qu'on sache, pas qu'on nous en ait parlé, en tout cas pas en Europe, de cette envergure-là et avec cette structuration-là de groupement associatif. Après, ça mériterait, on se l'était dit également, d'aller creuser du côté plutôt du Canada et du Québec, plus précisément, en fait, dans le monde anglo-saxon aussi. Il y a des groupes comme ça. Après, dans quelle mesure ils se ressemblent ou pas, dans quel projet. Donc non, ce n'est pas unique. Après, je pense qu'effectivement, au niveau européen et dans ce qu'on connaît, c'est unique dans la forme, effectivement. Alors, une question aussi de l'onde de Charlotte, de l'onde porteuse. Donc, c'est une radio inclusive pour permettre aux journalistes de changer leur pratique et proposer un support complémentaire aux personnes en précarité. Donc, la question, est-ce que le groupe SOS va sur toutes les thématiques? Est-ce qu'il ne s'empêche rien? Et il commence à faire aussi de l'éducation aux médias et à lancer leur propre appel à projet pour la création de podcasts. Oui. Quel est votre point de vue sur leur implication même dans le journalisme, pardon. Le groupe SOS a plusieurs magazines en interne. C'est pas nouveau qu'il a une branche communication extrêmement développée, qui est beaucoup de communication interne jusque-là. C'est-à-dire que chaque salarié, ça aussi c'est quelque chose qui est assez intéressant, chaque salarié lorsqu'il intègre le groupe SOS ou lorsqu'il intègre une structure du groupe SOS est automatiquement abonné au magazine de communication interne. Voilà, donc il a quelques euros qui est déduit de son salaire, qu'il le veuille ou non, pour recevoir tous les mois, ou je ne sais plus, ou 3 fois par an, je ne me rappelle plus la fréquence, en tout cas le magazine qui vient mettre en avant toutes les initiatives et toutes les actions positives du groupe SOS, quel que soit le secteur. Donc quelqu'un qui travaille dans la protection de l'enfance va recevoir ce qui se passe en transition écologique à l'autre bout de la France, même si ça ne l'intéresse pas tellement, quoi. Donc en tout cas, effectivement, ils ont un média, qui est une plaquette de communication assez détaillée. Et sur la première question, est-ce qu'ils s'empêchent certains secteurs? Je ne crois pas, dans le sens où aujourd'hui, on le voit, il y a des tentatives de reprise dans le secteur de la culture. Le cinéma La Clé a fait beaucoup de bruit à Paris. C'était un des derniers secteurs qui était épargné, j'allais dire, par le groupe SOS. Je crois qu'aujourd'hui, ils vont vraiment partout, ou s'ils ne sont pas encore partout, ils vont y aller. Et puis, sur l'éducation aux médias, c'est une bonne question. Après, ce qui est compliqué, c'est que là aussi, ça va dépendre des personnes qui le font, comme toujours. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être… moi, je sais que je connais des journalistes indépendants
qui ont été approchés par le groupe SOS pour aller faire de l'éducation aux médias. À titre personnel, c'est des journalistes que je trouve très bien et qui font du très bon boulot. Et je suis sûre que les actions d'éducation aux médias qui vont être menées vont être de très bonne qualité. Mais parce que finalement, ce ne sera pas au nom du groupe, ils le feront payés par le groupe en leur nom. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment, mais… Alors, j'ai une autre question de Frédéric. Comment sont rémunérés les salariés de SOS? Quels fonds privés ou publics? Et donc, je pense que la question, c'est est-ce qu'ils sont plutôt mieux rémunérés par rapport aux autres associations ou aux autres branches, enfin de la même branche, on va dire, aux autres entreprises ou associations de la même branche? Bah, c'est vrai que ça, c'est une question intéressante et en fait, chaque question que vous posez peut mériter un point, un encadré à faire dans l'article parce que du moment qu'on met effectivement le nez dans ce genre de grosses structures ou de gros sujets, bah oui, on a envie de tirer tous les fils. Et là, pareil, en fait, impossible de raconter quelque chose de systémique propre au groupe. On reste quand même sur une thématique qui est, enfin, sur des sujets très sensibles, très sociaux, voilà, avec de grosses problématiques de terrain, de public vulnérable, etc. Il n'empêche qu'on a eu aussi des témoignages notamment de jeunes, en fait, enfin de jeunes, en tout cas de personnes qui n'avaient pas une expérience professionnelle de 10 ans, mais qui sortaient d'école ou de leurs études et qui disaient que le groupe SOS, c'était le bon plan, quoi. Que, en fait, oui, ça payait bien au début pour en plus faire des choses qui avaient du sens. Et que ça ne veut pas dire, je ne pourrais pas vous dire, moi, s'ils sont mieux payés ou pas. Enfin, en fait, ça, c'est difficile, mais Il y a quand même une échelle, il y a quand même une il y a une échelle. échelle. Il y a une échelle de 1 à 10 qui est énormément mise en avant par le groupe. Mm. Il y a certains salaires qui sont encadrés. Quand on parle de protection de l'enfance, de structure sociale, les travailleurs sociaux ont sensiblement les mêmes salaires qu'ailleurs dans l'associatif privé. Hein. Là, pour le coup, ça ne change pas énormément. C'est plutôt dans les structures, les branches non encadrées, on va dire. C'est-à-dire tout ce qui sort de solidarité, jeunesse, protection de l'enfance, mais où c'est plutôt transition écologique, insertion par l'activité économique, conseil, commerce équitable, etc. Ces branches-là, effectivement, c'est plutôt des salaires intéressants qui sont moins bons que si les jeunes qui sortent d'école de commerce allaient travailler dans des grands groupes lucratifs. Par contre, ils sont meilleurs que s'ils travaillaient dans une toute petite association. Le groupe propose quand même pas mal de formations. Il propose aussi aux jeunes de pouvoir monter très, très vite en grade. Donc, en fait, il y a une valorisation parfois davantage que par le salaire qui est plus par la capacité à monter très vite dans les échelons. Et puis, cette capacité aussi à dire, si vous vous laissez dans une structure, on en a tellement, on vous en met dans une autre. Donc, vous pouvez toujours trouver du boulot quelque part dans le groupe SOS. Donc, il y a une forme de valorisation qui ne passe pas uniquement par le salaire, finalement, mais qui est plus sur les ressources humaines d'un grand groupe. Alors, bon, on pose quand même, enfin, les gens s'interrogent quand même sur est-ce que, effectivement, est-ce que, comme c'est une grande entreprise, l'état des syndicats, du CSE dans le groupe SOS, et pourquoi y aurait-il autant de turnover dans ce groupe? Donc, je crois que vous en avez déjà donné un certain nombre d'explications par rapport Oui, il y a du turnover parce qu'il y a de la souffrance au travail, Bah oui. parce qu'il y a une volonté de venir dans le groupe SOS comme on ne viendrait pas dans un grand groupe privé en se disant je vais trouver du sens, et on se rend compte que c'est une entreprise avec des techniques de management privé. Donc pour beaucoup, c'est la raison du turnover. Pour d'autres, c'est, on disait, une culture associative qui est écrasée. On se rend compte qu'il n'y a pas de lien avec les bénévoles, qu'il n'y a pas de capacité de gouvernance partagée. Pour d'autres, c'est on vient du travail social et en fait, SOS, malgré tout, c'est tout sauf le militantisme et en fait, on a envie de pouvoir prendre position. Très peu de syndicats, effectivement. Nous, on a pu échanger avec il y a 2 CSE seniors santé avec des délégués syndicaux, avec une vingtaine de représentants syndicaux. Dans les autres branches, on ne sait pas. On n'a absolument pas réussi à savoir s'il y avait des représentants syndicaux dans les branches solidarité, jeunesse. Rien. C'est très verrouillé. En tout cas, pas qu'on sache. On sait uniquement pour seniors et santé. Donc ça, c'est un vrai manque également pour les salariés. Et juste pour revenir par rapport au salariat, il y a aussi ce qu'on nous a dit, c'est que
les activités étaient très cloisonnées. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement structuré par rapport au directoire, c'est très vertical en fait. Et du coup, il n'y a aucune horizontalité. Et ce que beaucoup de gens, une fois, moi, ça m'avait marqué, quelqu'un nous a dit, quand le groupe a été repris, quand l'association a été reprise par le groupe, la machine à café a disparu. Et ça, c'était très symptomatique et révélateur de la manière dont le travail était conçu. Et donc, il fallait voilà, alors pareil, encore une fois, c'est pas partout pareil. Dans des structures, ça se passe très bien. Dans des structures aussi, on est en lien avec les chefs et ça se passe, il y a de la communication. Mais voilà, là, on vous parle de quelque chose d'assez. Ça joue aussi dans le cloisonnement et dans cette souffrance au travail qui crée du turnover parce que les gens ne restent pas. Oui, effectivement. Et puis, côté direction, souvent, quand le groupe arrive, la direction change en général dans les 2 ans qui suivent, sauf si, effectivement, c'est une structure récente qui était déjà relativement SOS compatible avec un directeur qui partage la même vision, on va dire. Sinon, les directeurs sont changés et le groupe SOS place des nouveaux directeurs. Donc, pour les salariés, c'est aussi un moment, on voit l'équipe qui change. En général, par exemple, dans pas mal de CHRS ou de CADA, c'est des directions communes pour plusieurs structures. Donc, on s'éloigne aussi de son N+1, N+2. Donc, c'est un moment, une manière de remettre de la hiérarchie. Encore une fois, pas dans toutes les structures, mais c'est quand même un fonctionnement de grand groupe. Donc, pour beaucoup de salariés du social, c'est une souffrance. Alors, effectivement, ce qui est toujours intéressant, c'est de revenir, puisque on cherche toujours des pistes quand on est lecteur du diplôme, quelles seraient les alternatives à ces grosses associations du secteur l'économie sociale et solidaire et du médico-social, étant donné le besoin croissant d'accompagnement de personnes en situation de précarité. Quelles seraient les alternatives à ces grands groupes Alors, nous, on est journalistes, on n'est pas forcément là pour… c'est un peu triste à dire, mais aujourd'hui, on est là pour dénoncer un système. On n'est pas forcément là pour donner des solutions. Je m'en excuse. Après, ce qu'on vient de dire, c'est pas forcément qu'il ne faut pas que des groupements associatifs s'occupent des personnes vulnérables. Déjà, on estime que c'est quand même à l'État de ne pas se désengager, enfin on estime, là pour le coup je donne mon avis, mais en tout cas c'est une des critiques qui est faite aujourd'hui, c'est quand même que le groupe SOS commence à reprendre des hôpitaux. On peut s'interroger sur le désengagement de l'État de certains services publics. On peut aussi s'interroger sur un groupe qui est pas simplement gros, mais qui est sur tout. On ne peut pas être spécialiste de tout partout. Il y a des grosses associations, mais qui restent à minima territorialisées ou qui restent dans un secteur d'activité. Tout le monde nous a dit de manière unanime, le groupe SOS, quand il était à Marseille, qui faisait de la lutte contre la toxicomanie, quand il faisait de la prévention des risques, à la manière de ce que font les CARUD, quand il faisait effectivement des actions locales d'accompagnement de public qu'il connaissait, il faisait du super boulot. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu tentaculaire. Le problème, il est davantage là que sur l'existence d'associations qui grossissent, qui suivent finalement la marche, quoi. Alors, il y a une autre question. Il semblerait que le prochain objectif du groupe serait de se positionner sur les tiers-lieux, les fameux tiers-lieux qui fleurissent dans les grandes métropoles souvent. Pouvez-vous confirmer ces tiers-lieux pourraient jouer le rôle de substitut de service public en répondant à des appels d'offres publics? Alors, pas forcément que dans les métropoles. Oui. Voilà, moi, j'habite par exemple en rural et c'est vrai qu'au contraire, c'est même souvent dans des lieux où on a besoin de créer des lieux de… Alors, les tiers-lieux sont des lieux un peu hybrides, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, je suis très… Enfin, comment dire, j'ai toujours regardé ça avec un peu méfiance quand on s'intéresse, parce que ça rentre dans l'ESS, mais pas tellement. Enfin, méfiance au sens où on en parle, on l'utilise à toutes les sauces, vraiment, sans savoir ce que c'est. Un tiers-lieu, ça peut être un espace de coworking, ça peut être un lieu où on fait de l'argent, où il y a des auto-entrepreneurs qui viennent pour des prestations. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de définition. Donc déjà, tiers-lieu, ça veut dire quoi? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai débat, même au sein de l'économie sociale et solidaire, vraiment. Et il y a des débats au niveau très théorique. Alors, est-ce que demain, ça peut pas être… alors, je peux pas je sais pas, sur le positionnement du groupe sur les tiers-lieux, je pense qu'effectivement, vu qu'ils sont souvent enfin, très, très au fait des nouvelles choses et qui sont même précurseurs dans la création de nouvelles choses et de nouveaux lieux, même lieux pour se… Enfin,
pour lancer des nouvelles activités, mais aussi pour créer du lien. Enfin, ils sont très bons là-dedans. Je pense qu'ils se positionneront. Après, moi, je ne sais pas effectivement sur ce qu'un tiers-lieu aujourd'hui est en capacité de faire. Je ne vois pas pourquoi ces lieux-là s'en sortiraient mieux que d'autres. Je pense juste qu'effectivement, c'est une forme hybride qui est intéressant à explorer. Et que je suis certaine que le groupe s'en saisira aussi, quoi. Mais bon, ça peut être bien, hein. Ça peut être une bonne chose. Très bien. Écoutez, on n'est pas loin de 20 heures. Je pense qu'on a déjà pas mal. Alors, je suis en train de chercher s'il y a d'autres sujets qu'on n'ait pas évoqués par rapport aux choses innovantes. Bon, effectivement, ce qui est inquiétant, enfin, ce qu'on voit bien, c'est aussi le volet des hôpitaux. Hein. Vous avez un peu abordé cette thématique-là. Je ne sais pas si vous souhaitez reparler de ça. Les ressources financières de SOS, vous en avez parlé aussi, c'est 75% l'État, enfin l'État, les collectivités, la CPAM, et puis l'immobilier. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, je crois, dans votre article et qui est assez inquiétant, enfin qui a aussi qui nous a alerté aussi, c'est l'immobilier. Vous pourriez peut-être en reparler, peut-être. Si tu veux, en fait, juste pour par rapport au pardon, j'ai perdu le fil. Vous parliez juste avant Je parlais soit des hôpitaux, soit de l'immobilier. Oui, mais avant, il y avait la question aussi de, je sais pas, Margot, tu de voulais l'argent, réagir non, de la lucrativité peut-être, de Oui, l'argent public. c'était cette notion-là d'argent public. Oui, et c'était ça que je voulais dire, qu'on précise dans l'article, qu'il y a des branches en fait lucratives. Alors, c'est toujours pareil, enfin, ça c'est aussi un débat théorique sur qu'est-ce que la non-lucrativité, la lucrativité limitée, mais c'est de dire que tout l'argent, il y a des actions, il y a des actions de traiteurs, enfin, il y a la sous-traitance aussi, ou des choses en interne, mais en tout cas, il y a de l'argent qui est généré pour contribuer aux 35% qui restent, aux 25% qui restent. Et par contre, voilà, ça, le groupe se défend et en tout cas le justifie, que ça s'intègre au sein même du groupe, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui est réinjecté. Voilà, ça, c'est quand même important de le préciser. Alors après, sur l'immobilier, oui, c'est une des particularités, ouais. Une des particularités du groupe, c'est de reposer sur Alterna, qui est la filiale à statut coopératif du groupe SOS. Et alors, bon, là aussi, hein, c'est assez compliqué. Comme je disais tout à l'heure, il y a donc les 8 associations mères qui ont chacune une SCI dans laquelle est placé les biens immobiliers de chaque structure, de chaque branche. Et ces SCI sont gérés par Alterna, qui est donc cette coopérative immobilière. L'idée d'une coopérative immobilière, c'est qu'il ne peut pas y avoir normalement effectivement de spéculation sur les biens immobiliers. En revanche, une SCI, rien n'encadre la lucrativité. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ça veut dire qu'effectivement, le groupe SOS, au moment où il reprend une association, si cette association a du patrimoine immobilier, le patrimoine est intégré au sein de la SCI, de la branche, par exemple solidarité ou jeunesse ou senior, voilà. Ce qui permet finalement au groupe de récupérer du patrimoine immobilier et de séparer l'activité de la dette. C'est-à-dire que si l'activité de l'association à un moment ne fonctionne plus, il lui suffit de déposer le bilan et il garde dans son giron le patrimoine immobilier. Il peut tout à fait décider de revendre les immeubles ou de mettre en location à qui il veut, c'est bien. Ça, c'est assumé, c'est légal, étant donné qu'une SCI peut faire ce qu'elle veut finalement en termes immobiliers. Aujourd'hui, le groupe se défend quand même de s'intéresser aux structures pour leurs biens immobiliers. C'est un petit peu du gagnant-gagnant parce que beaucoup de petites assos ont effectivement du bâti qu'elles ne peuvent pas rénover, faute de moyens. Donc, en fait, le groupe SOS s'engage à rénover, à faire des travaux, à remettre aux normes. Donc, l'association, finalement, cède en général gracieusement au moment où elle est reprise son patrimoine. Et puis le groupe SOS se défend et donc de s'intéresser à l'immobilier en disant que la plupart aujourd'hui des bâtiments qu'il possède, ce sont effectivement des hôpitaux et des EHPAD qui donc ne peuvent pas vraiment être revendus ou loués à du particulier parce que c'est des structures spécifiques. Pour le reste des bâtiments,
c'est un des socles de développement du groupe, c'est-à-dire, c'est tout à fait assumé de dire plus on a du patrimoine immobilier et plus on a une solidité financière qui nous permet d'obtenir des prêts à des taux intéressants auprès des banques, de faire des opérations intéressantes de revente, on appelle ça par exemple de leaseback, de cession-bail, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si le groupe a besoin de trésorerie, il peut revendre à une société de crédit bail le bien et récupérer de la liquidité à ce moment-là. Bon, ça, c'est des opérations assez compliquées, mais qui, en fait, sont possibles quand on a du patrimoine et quand on est un grand groupe et qu'on a la confiance des financeurs et des banques. Ce qu'une petite association ne peut pas faire parce qu'elle n'a effectivement aucune assise financière qui permet d'avoir la confiance des organismes bancaires. Je ne sais pas si je suis claire. Non, très, très bien. Au contraire, super. Et écoutez, je pense qu'on va encore peut-être prendre une dernière question. Et puis, déjà, on s'excuse parce qu'effectivement, il y a énormément de messages et bon, il faut réussir à faire le tri. J'essaie de faire le tri comme je peux. Et alors, c'est vrai que pour un Breton, quel est l'intérêt d'être en droit alsacien mosellan par rapport à cette association? Est-ce que c'est une question de statut? Quel est l'avantage de ce statut? Parce que c'est quelque chose dont on ignore complètement. Oui, alors pour être honnête, ça c'est un ajout, une précision qui a été faite au dernier moment par la rédaction en chef du Monde diplomatique qui nous échappe également un peu de ce que j'ai pu comprendre. Je crois que c'est juste une subtilité technique pour les associations dont le siège social est situé dans un département d'Alsace-Moselle, ce qui est le cas pour certains sièges sociaux de l'association, et qui différencie du coup d'une loi association 1901. Voilà, c'est ça. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait de particularité autre. Je crois que c'est juste que comme c'est un groupement associatif, certains sièges sociaux sont situés en Alsace-Moselle et donc il y a ce statut-là. J'espère ne pas dire de bêtises. Je vous avoue que c'est un ajout qui nous avait passé. Non, mais ok, il n'y a pas de souci. Mais écoutez, en tout cas, on s'excuse encore une fois de ne pas avoir pris toutes les questions. Je crois ça va donner envie ça va certainement vous donner envie de poursuivre vos enquêtes. Et puis peut-être le journal aussi de poursuivre sur ces volets-là, effectivement, parce que visiblement, c'est pas fini, on n'en a pas fini avec ce groupe et avec cette privatisation, entre guillemets, ou cette externalisation de plus en plus de fonctions qui étaient réalisées soit par le service public, soit par des associations locales, des petites associations locales, effectivement. Donc, on remercie encore tout le monde. On remercie Margot et Clémentine pour leur exposé très clair et leurs réponses aussi très, très claires. Et merci à vous. On espère que tout le monde y a trouvé son compte. Et puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les reposer via les amis du monde diplomatique et on vous les transmettra éventuellement par écrit. Oui. D'ailleurs, est-ce que là, l'ensemble des questions qui apparaissent sur le fil, on va pouvoir, oui, je suis désolée, je ne suis quand même pas une spécialiste de l'informatique, est-ce que tout ce qui apparaît, on a possibilité, nous, de les conserver? Parce que je pense que dedans, il y a peut-être des témoignages ou des réponses qui peuvent, de personnes avec qui on peut rentrer en lien après. Très bien, très bien. Et justement, si vous souhaitez… Et vice-versa, quoi. Oui, et si vous souhaitez effectivement apporter des témoignages parce que vous nous avez approché de près, n'hésitez pas à écrire donc sur le site des Amis du Monde diplomatique et nous, on transmettra éventuellement s'il y a des témoignages qui peuvent vous intéresser. Je peux peut-être mettre mon mail directement dans la conversation pour les gens qui veulent nous contacter et nous écrire. Comme ça, n'hésitez pas. Si on n'a pas répondu à des questions, si vous avez des témoignages, je vous mets mon mail tout de suite. Et comme ça, vous n'hésitez pas, parce que je vois qu'il y a énormément de choses. Je n'ai pas du tout le temps de lire. On va mettre nos 2 mails comme ça. Parfait. Ouais. Clem, je te laisse mettre le tien aussi. Ouais. Et nous, on vous envoie la conversation demain en mail. Il n'y a pas de souci. Ah, ok, bon, génial. Et donc, on enregistre de toute façon, pour rappel, la conférence est enregistrée. Et si nous avons, nous attendrons un petit peu, mais normalement, nous la remettrons en ligne via le site des Amis. D'accord, ok. Merci à tous. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci.